Il compte déjà 25 romans à son actif qui connaissent un succès à la fois critique et populaire et dans lesquels on retrouve une riche représentation LGBT. Il est présentement au Québec dans le cadre de la publication de son tout dernier opus, Une pension en Italie, Philippe Besson. Bienvenue au Québec et à Montréal. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites questions à vous poser, histoire de vous situer et de mieux vous présenter au public. J'ai lu à de nombreuses reprises on disait de vous que vous étiez un écrivain de l'intime, puisque vos romans sont centrés sur des expériences très intérieures qui semblent souvent même à la croisée de l'autofiction. Je me demandais, se dévoiler ainsi à cœur ouvert, est-ce que c'est, même si c'est au détour de la fiction, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Ah non, non, c'est pas difficile, ça vient relativement naturellement. Alors en même temps, pendant la première partie de mon parcours littéraire, c'était d'autant plus facile que je me cachais derrière justement la fiction, derrière le roman. J'écrivais des livres qui étaient estampillés romans, donc je pouvais prétendre faire appel à mon imagination, donc je pouvais toujours faire valoir que ce qui était dans les livres n'était pas ce que j'étais moi, et donc c'était facile de se dissimuler, d'échapper à ce regard éventuellement de quelqu'un qui dirait mais est-ce que c'est vous, est-ce que vous êtes comme ça, etc. Est-ce que ces sentiments-là vous les avez éprouvés? Je disais non, ce sont mes personnages, cette histoire ne m'est pas arrivée, etc. Et puis après, dans le deuxième versant de ce parcours, il y a des textes qui sont d'essence beaucoup plus autobiographiques, où là, donc, je ne peux pas me cacher derrière mon petit doigt, je suis obligé de reconnaître qu'il s'agit bien de moi, mais je pense que ce temps m'a été nécessaire pour arriver justement à ce dévoilement progressif et à une capacité à dire les choses beaucoup plus directement. C'est pas difficile, pourquoi? Parce que le geste justement d'écrire, c'est une façon de contrarier le silence, et notamment le silence sur les sentiments. Moi, j'ai été élevé dans une enfance, il y avait une espèce de pudeur excessive sur tout. Il y avait presque une obligation de se taire et de parler d'autre chose. Bon. Donc quand je suis venu à l'écriture, je voulais justement, moi enfin, que les sentiments soient là, au premier plan. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, et pour ça aussi que j'ai commencé à écrire. Et puis, voilà, il y a l'idée que aussi dans les livres, c'est une façon pour moi de rendre hommage et de, comment dirais-je, de dire aux gens que j'aime ou que j'ai aimé, précisément que je les aime ou que je les ai aimés. Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui ont été là et qui n'y sont plus. Et la seule occasion que j'ai de leur parler encore, c'est d'écrire des livres à leur sujet et de leur dire combien ils me manquent. Donc du coup, ce dévoilement, il n'est pas difficile parce que c'est comme une espèce de libération ou de, je ne sais pas comment dirais-je, de gratification et de gratitude à l'égard de ceux que j'aime ou que j'ai aimés. Mais justement, c'est intéressant ce que vous mentionnez ça parce que j'ai retrouvé une citation que... Ouh là là, j'ai pu dire n'importe quoi, hein, ça c'est possible, je Ça va être mens ça énormément. va être le moment de le déterminer, Ah mais oui, il y a quelques années, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, oui. vous avez évoqué l'écriture de votre premier roman, Hmm? et, En l'absence des hommes, Hmm? et qui est centré sur une histoire d'amour entre deux hommes pendant la Première Guerre mondiale. Absolument. Et vous avez dit à ce moment-là, je vais vous citer, c'est parce que c'était là et que c'était à ce moment-là que le livre est advenu. Vous étiez à Montréal Oui. au moment où vous avez entamé l'écriture du roman. Je me suis posé la question, est-ce que c'était le fait d'être loin de la France qui, jusqu'à un certain point, constituait une espèce d'exil libérateur qui vous permettait de vous affranchir, dans le fond, peut-être de certaines limites que vous vous étiez imposées précédemment? Alors, je ne sais pas si ça me permettait de m'affranchir de certaines limites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet exil ou cet éloignement ont été très utiles pour commencer à écrire. Ça, c'est vrai. Et là, pour le coup, je n'ai pas menti. Le premier livre, a vraiment commencé à Montréal. Il venait de loin, ce livre. C'est-à-dire que il faut peut-être que j'explique que quand j'étais enfant, adolescent, je vais faire court, mais j'avais une espèce d'imagination très débordante. J'étais capable de raconter des histoires abracadabrantes, mais j'y mettais toujours suffisamment de détails à peu près plausibles pour qu'on finisse par y croire, pour qu'on se dise « Ouh là là, il lui est arrivé des mésaventures curieuses, mais c'est sans doute vrai. » Bon. Et j'aimais ça, l'idée que je semais le doute en racontant des mensonges. J'avais l'envie de raconter des histoires. Les meilleurs menteurs disent toujours presque la vérité. Presque la vérité, c'est ça. Et donc l'idée, c'est que ça vient de là, l'envie de raconter des histoires, de vivre d'autres vies que la mienne, d'être des personnages que je n'avais pas la chance de pouvoir être dans la vraie vie, etc. Bon. Et puis après, je me suis familiarisé dans ma vingtaine avec les mots, parce que j'ai entamé et tenu une correspondance très volumineuse, très fournie, très intense, très intime avec quelqu'un. Et du coup,
c'est comme si j'avais acquis le geste. C'est comme si au moment où j'ai décidé d'écrire mon premier livre, ça ne m'a pas paru comme une montagne à gravir. J'avais l'impression que oui, je saurais dire, je saurais exprimer, les mots viendraient. Bon. Et puis j'avais une histoire qui tournait dans ma tête depuis un petit bout de temps. Et là, il y a une conjonction d'événements qui ont provoqué l'écriture du livre. Le premier, c'est un chagrin d'amour. Je venais de me faire larguer très sévèrement après une histoire de plusieurs années. Donc j'étais plus bactère parce que je n'avais pas vu le coup venir. Et puis j'étais très attaché à l'homme avec lequel je vivais. Donc j'étais pas bien du tout. Voilà. Et à ce moment-là aussi, je vivais donc entre Toronto et Montréal pour des raisons professionnelles. Donc je vivais dans le décalage horaire et dans une chambre d'hôtel. Et la conjonction de le chagrin d'amour, la chambre d'hôtel, le décalage horaire, un jour, j'étais donc à Montréal et je me suis levé au petit matin et je suis allé dans un café qui était à côté de mon hôtel et je suis parti avec un crayon, un stylo et un petit recueil centré sur la guerre de 14 parce que le livre se passe en 1916 et la guerre de 14 est présente dans le livre. Et j'ai commencé à écrire là la première phrase du premier livre. Dans ce café à Montréal. Et j'ai écrit les premiers chapitres du livre là. Et oui, sans doute que la distance, l'éloignement, l'affranchissement avec mon propre pays, ça a aidé. C'est comme si tout d'un coup, mon monde habituel n'existait plus. Et le monde littéraire, le monde de l'écriture, c'est quand même pas un monde habituel, c'est pas un monde tout à fait normal au début pour quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là. Donc je pense qu'il fallait me trouver dans une autre atmosphère, dans un autre environnement pour être capable de me lancer. Mais ce n'était pas l'idée de devoir franchir des limites, ça non, ce n'est pas cette question-là. Mais c'est plutôt une espèce de disposition d'esprit et d'abandon, de capacité à l'abandon, qui a été rendue possible par le fait d'être à ce moment-là à Montréal et d'être dans cet état d'esprit. Oui. Un des thèmes fondateurs, je pense, d'une bonne partie de vos romans, c'est celui des amours clandestines, où d'un empêchement qui est imposé ou auto-imposé. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous fascine dans ce thème-là? Alors, ça ne me fascine pas forcément, mais c'est une réalité que j'ai vécue. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant, je suis né donc à la fin des années 60, j'ai eu 18 ans au milieu des années 80, et j'ai compris que j'étais homosexuel très vite. Et quand vous étiez homosexuel au milieu des années 80 dans un petit village du sud-ouest de la France, vous ne le disiez pas. Vous étiez contraint au silence. Parce que si vous parliez, vous vous exposiez aux moqueries, aux colibés, aux insultes, aux injures, à la violence psychologique. D'ailleurs, à partir du moment où les gens ont supposé chez moi une homosexualité, parce que j'avais des gestes de fille et qu'on associait la féminité à l'homosexualité, très bien, bon. Il y avait cette idée qu'il y a eu un déferlement pendant 18 mois au collège, j'étais harcelé. Quand j'entends salpéder pour la première fois, c'est dans une cour de collège quand même. Bon. Donc la violence, elle arrive très vite après la découverte de l'homosexualité et la découverte de l'homophobie. Bon. Et donc vous faites attention, vous êtes comme quelqu'un qui prend des coups tout de suite et qui se protège des coups. Donc vous ne parlez pas parce que vous savez que vous vous exposez à la vindicte si vous parlez. Et vous ne parlez pas non plus à vos parents parce que je ne vais pas aller voir mes parents en disant « Ah au fait on me harcèle en me traitant de pédé ». Non, parce que je sais la question qui va après et je ne peux pas répondre à cette question à ce moment-là. Donc je viens de ça aussi, de cette obligation du silence. Enfin en tout cas de cette chape de plomb qui pesait sur nous parce que ce n'était pas possible de le vivre ouvertement. Et que par ailleurs, moi, je n'avais pas de modèle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visibilité homosexuelle. Il y avait très peu de rôles au cinéma ou à la télévision, il y avait peu de choses, etc. Donc on n'avait pas de repères, on n'avait pas l'idée qu'il y avait d'autres comme moi. Bon. Donc c'était compliqué, on était un peu perdus. Et donc voilà pourquoi il y avait cette clandestinité. Et en même temps, cette clandestinité, je l'ai racontée dans Arrête tes mensonges, elle pouvait être aussi finalement extraordinairement joyeuse parce qu'elle tenait du secret et de... Voilà, il y avait un truc, c'était entre nous, ça n'appartenait qu'à nous. Et donc mes amours avec Thomas Andrieux que je raconte dans Arrête tes mensonges, c'était juste lui et moi, à l'abri du monde. Il y avait un truc comme ça et on savait qu'on faisait un truc. Jubilatoire. Oui, mais c'est ça. Et donc ça, c'était assez agréable, bizarrement. Mais donc il y avait cette espèce de médaille et son revers. Bon. Mais donc en tout cas, oui, le silence, je vois très bien ce que c'est. J'en viens de ce silence. Et puis ça s'est aggravé après. Parce que précisément, on arrive à la fin des années 80, début des années 90, avec le déferlement de l'épidémie de sida, et où là, les discours qu'on entend, c'est bien fait pour eux. C'est-à-dire qu'on se dit, parce qu'en plus, c'était une maladie merveilleuse pour tout le monde. C'est le syndrome de la punition divine. Bien sûr, c'est la punition divine, mais c'est une maladie merveilleuse, parce que ça touchait les homosexuels, les noirs et les drogués. On aurait voulu faire un combo, on n'aurait pas fait mieux. Bon. Et donc, c'était terrible, parce que tout d'un coup, il y avait en face de nous des gens qui disaient, bah, voyez, ces gens-là méritent ce qui leur arrive. Bon. Et puis il y avait surtout autour de nous, moi à ce moment-là je m'installe à Paris et voilà, j'ai des amis, des amoureux et les gens meurent les uns derrière les autres.
Et là, tout d'un coup, ça vous plonge aussi dans une forme de désarroi terrible. Il y a quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Et donc tout ça fait que, oui, les premières années n'ont pas été les plus simples. Voilà, il a fallu se battre, combattre, s'extraire. Mais en même temps, bizarrement, c'est aussi cette homophobie que je rencontre à ce moment-là qui me donne le goût du combat. C'est-à-dire que je me dis, ils sont nombreux, ils sont hostiles, mais au fond, l'homophobie, c'est quand même de la connerie pure et simple. Et donc, c'est assez jubilatoire de vouloir lutter contre la connerie. C'est des combats nobles, de dire ils sont cons, donc on va lutter contre les cons. Mon goût de la lutte vient de là, sans doute. C'était l'idée de se dire, bon, leurs arguments ne tiennent pas la route une seconde, donc on va y aller. On a le moyen de se battre. Euh, vous allez voir ma prochaine question. Ouh là là. Va peut-être vous surprendre, mais je vais commencer ma phrase va commencer par la série Star Trek. Oui. Donc, la série Star Trek dans les années 60 utilisait la science-fiction pour aborder des thèmes sociaux comme le racisme, par exemple. Mais donc, ça permettait d'amener des thèmes de manière moins confrontante pour la population. De votre côté, c'est plutôt la lorgnette du passé qui est utilisée. Et je me demandais si ça vous permettait plus efficacement de critiquer les débordements ou les régressions du temps présent sans être justement moins confrontant pour le lecteur. C'est pas fait dans cette optique-là. Parce s'il y a le passé dans mes livres, c'est parce qu'effectivement j'ai beaucoup évoqué mes souvenirs de jeunesse, etc., ou des choses. C'est le cas encore en pension en Italie. C'est pas mes souvenirs à moi, mais ça ramène à une époque révolue. C'est une façon de dire, au lecteur. Ok, ça s'est passé hier, mais vous ne pensez pas que ça pourrait se passer aujourd'hui? Vous ne pensez pas que ça se passe encore aujourd'hui? C'est une façon de poser les termes du débat aussi. C'est une façon de dire, ne croyez pas que c'est parce que c'est passé que ça n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est plus une façon un peu contournée, oui, de poser les problèmes du présent, mais en expliquant que les choses se sont sans doute améliorées sur certains aspects, mais pas sur toutes, et que par ailleurs, il faut continuer à lutter contre les régressions de toutes sortes qui se produisent. Donc voilà, et puis par ailleurs, il y a des textes qui sont aussi très contemporains. Il y a des choses que j'ai écrites qui se passent aujourd'hui. Quand j'écris, vous parlez de mon fils, sur le harcèlement aujourd'hui. J'y ai pensé en écrivant ma question à l'effet que ce livre-là allait à l'encontre complètement. Aujourd'hui, homosexuel, c'est quand même ça. Bon, donc la réalité quotidienne actuelle, elle est aussi abordée dans certains de mes livres. Mm-hmm. Mais en tout cas, oui, j'ai l'idée, en tout cas, qu'on peut poser des questions à travers le prisme d'une histoire qu'on raconte, avec l'espoir que les gens vont effectivement avoir leur conscience qui s'éveille un petit peu et qui vont se dire, bah, là, il y a peut-être une réalité qu'il faut aborder. Bien justement, dans votre dernier roman, Une pension en Italie, on suit l'enquête d'un petit-fils qui cherche à briser l'omerta qui entoure Paul, son grand-père. Celui-ci a été complètement banni de la mémoire familiale depuis les années 60 à la suite d'un voyage qui s'est déroulé justement en Italie. D'où vous est venue l'inspiration de ce roman? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'était que j'avais envie d'écrire autour de la problématique des secrets de famille. Mm-hmm. J'ai beaucoup écrit autour du secret, du silence, tout ça. Bon. Et ça m'intéressait cette idée que les familles portent pour beaucoup d'entre elles un secret et que dans les albums de famille, il y a des photos qui ont curieusement disparu. Dans les histoires de famille, il y a des gens qu'on n'évoque jamais. Dans les familles et dans les repas de famille, il y a des légendes qu'on a orchestrées. Il y a des vérités officielles qui ont remplacé la vérité réelle. Et tout d'un coup, il y a des gens qui posent des questions et qui disent « mais il est où? Elle est où cette photo? Pourquoi on ne parle jamais de lui? Ou pourquoi quand on en parle, il y a une forme d'embarras, de honte, de déni, etc. » Et du coup, mon narrateur dans le livre, c'est ce qu'il fait. Il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est produit très longtemps avant sa naissance et qu'on a choisi de ne pas en parler ou qu'on a mis en place une vérité officielle. Et lui, il pose des questions et il voit bien que les questions sont gênantes. Donc il tire le fil de ça parce qu'il voit bien que, comme il est porteur de cette histoire, il est l'héritier de cette histoire parce qu'il est le petit-fils de Paul, aller à la quête de la vérité, c'est aller aussi à la quête de ses origines. C'est d'essayer de comprendre d'où il vient, de quoi il procède et de qui. Donc c'était ça la volonté au départ. Après, il y a une autre volonté chez moi, c'était de raconter aussi la condition de ces hommes et de ces femmes qui, justement, vivaient dans la clandestinité, dans le refoulement, dans le déni, risquaient leur intégrité physique parfois, et surtout risquaient aussi l'emprisonnement, parce qu'on a quand même oublié que dans les années 60, en France,
il y avait une loi qui pénalisait l'homosexualité. Dans les années 60, on embarquait les homosexuels qu'on chopait comme ça en train de commettre des actes répréhensibles avec des gens du même sexe dans des fourgons de gendarmerie et on les traduisait en justice et ils finissaient en prison. Ça a duré jusqu'en 1982 en France. Je rappelle que jusqu'en 1990, l'Organisation mondiale de la santé considère l'homosexualité comme une maladie mentale. Oui, exactement. Voilà. Donc on voit où on se situe quand même. Donc ces hommes-là, ils avaient le choix que de se taire et d'aller draguer dans des pissotières et de dire à tout le monde qu'ils avaient une vie parfaite. Bon. Donc ça m'intéressait de raconter cette condition-là de la clandestinité obligatoire et du refoulement. Bon. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre-là. Et puis après, il y avait le désir de retourner en Italie parce que c'est une géographie intime. J'ai pas mal écrit de livres qui se passent en Italie. J'ai un tropisme italien assez fort. J'avais envie de raconter aussi cette Italie-là. Elle est un personnage du roman. Et parce qu'il y a aussi avec l'Italie tout un tas de fantasmes ou d'images ou de sensorialité ou de sensualité qui sont associés. Et donc ça me plaisait de faire ça. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre-là. Et l'action se déroule dans les années 60 et je me suis posé la question, parce que les années 60 est une période extrêmement particulière dans l'histoire. C'est une période qui est à la fois empreinte de conservatisme profond, qui est encore extrêmement ancré, et en même temps, il y a une révolution des mœurs qui se profile à l'horizon. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un simple hasard ou bien, en fait, la période joue un rôle clé aussi? Oui, elle joue un rôle clé parce que le livre raconte un instant de bascule, la bascule d'une vie et même de plusieurs vies. C'est des gens qui vont changer de vie parce qu'il se passe un incident, un événement, une rencontre qui va changer la donne. Bon. Et les années 60 sont des années de bascule. Parce qu'effectivement, rétrospectivement, nous autres, qui ne les avons pas forcément connues, on les regarde comme des années d'insouciance, de libération, d'émancipation. C'est les yéyés, c'est Johnny, Sylvie, Sheila, etc. Comme c'est arrivé c'est le miracle économique. Le 1er janvier 1960. Voilà, c'est la croissance, c'est l'insouciance, ça va très bien. Bon, ça. Et ça a été cela aussi. Et c'est des années qui permettront après les conquêtes des années 70, l'avortement, le féminisme, etc. Bon, très bien, les mouvements féministes. Mais on oublie aussi que ces années 60, elles suivent les années de la guerre et d'après-guerre, qui sont marquées effectivement par le conservatisme, par le poids des conventions, le poids des traditions, le poids de la religion, et que effectivement il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur les choses. C'est que il faut que les existences obéissent à une certaine norme. Donc on se marie, on fait des enfants, voilà, et on ne sort pas du cadre. Et donc, ça m'intéressait de raconter ça parce qu'on oublie par exemple une chose, c'est qu'en France, en tout cas, jusqu'en 1967, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de signer des chèques sans l'accord de leur mari. Ça veut dire qu'une femme, c'était un enfant, c'était dans l'enfance. C'était la même chose au Québec. Le Code civil a dû être modifié parce que, techniquement, je pense que la première députée de l'Assemblée nationale n'avait pas le droit de louer son propre appartement à Québec. Voilà. Donc, son père a dû signer à sa place alors que c'était une femme majeure. Et la première chose qu'elle a faite, c'est que justement, elle a fait changer le Code civil. Voilà. Donc, vous voyez, on vient de là quand même. C'est quand on se souvient des années 60 des anciens fermiers. Enfin, n'oublions pas qu'encore une fois, en 67, nous, voilà, les femmes ne pouvaient pas signer de chèque. Bon. Et que même, sur un plan presque moral, si une femme, par exemple, décidait de demander le divorce en 1962, elle risquait l'opprobre, le déclassement social, enfin voilà, donc il y avait l'idée que c'était une mauvaise femme, une femme de mauvaise vie. Bon. Donc on vient de là aussi. Donc moi, ça m'intéressait de raconter, oui, ce basculement d'années de claustration, d'enfermement, de chape de plomb, vers des années d'émancipation, d'affranchissement, de libération. Et là, on est à ce moment-là. Et donc, si l'histoire se passe précisément dans ces années-là, c'est parce que la bascule est en train de s'opérer. Et au fond, Paul est la métaphore de cette bascule. Quand j'ai entamé la lecture du roman, intuitivement, j'avais en tête une autre œuvre. Et j'ai presque frétillé de plaisir lorsqu'elle a été citée à l'intérieur du roman en question. Et parce que Paul n'est pas seul à l'intérieur de la pension. En fait, il traîne dans ses bagages le roman d'E.M. Forster, Avec vue sur l'Arnaud, qu'on connaît beaucoup en raison du film. James Avery. Exactement, Chambre avec vue. Et bien que le roman se situe en 1908, le roman et le parcours d'émancipation de Lucie et de Georges, que l'on y retrouve, n'est pas sans rappeler en fait celui de Paul et de Sandro. Pourquoi avoir introduit ce livre à l'intérieur de votre livre?
Alors d'abord parce que c'est un livre qui compte énormément pour moi, c'est un livre qui m'a profondément marqué quand je l'ai lu la première fois, et le film aussi d'ailleurs, et qu'effectivement c'est le récit d'un basculement, c'est-à-dire on se souvient, oui, c'est cette jeune Lucie qui débarque à Florence avec sa vieille cousine qui lui sert de chaperon dans une pension, et elles sont un peu agacées parce qu'on leur a donné une chambre qui n'a pas de vue sur l'Arnaud, Exact. et dans cette même pension, il y a un duo formé par le père et le fils, à qui eux, se sont vus attribuer une chambre avec l'Arnaud, et ils disent, bah, si vous voulez, on vous la donne, notre chambre, et nous, on prendra la vôtre. Et le père est une espèce de type un peu libéral, libertaire, etc. Et le fils est un peu bohème, poète, enfermé dans son propre monde, bon, très bien. Et tout ça se regarde un peu en chien de faïence. Et puis Lucie et Georges, donc la jeune femme de la société britannique, Qui est promise à un mariage. qui est promise à un mariage très très respectable avec un type qui s'appelle Cécile Weiss, qui est très coincé et très bourgeois. Et probablement gay. Et probablement gay aussi, oui, si on creuse un peu. Elle va avoir effectivement cette aventure inattendue, imprévue, dans le champ de coquelicots à Fiesole, sur les hauteurs de Florence, où il y a un baiser fougueux qui est échangé, et tout d'un coup, ce baiser la renvoie à la possibilité d'une autre vie que celle qui lui est promise, d'un autre destin que celui qui lui est assigné. Et que peut-être, oui, ça existe, la fièvre, la ferveur, l'aventure, la sensualité, plutôt que la prévisibilité, l'ennui, le mariage qui condamne et qui tue. Bon. Et donc, ça m'intéressait, parce que c'est l'histoire aussi, évidemment, que je raconte dans ce livre-là. Oui, le premier baiser de Paul et de Sandro. Et donc, il y a cette idée voilà, de mettre les deux histoires en parallèle, parce que elles se ressemblent, évidemment, et donc c'est évidemment un clin d'œil. Et puis parce que c'était l'occasion qui est la première vraie discussion entre Paul et Sandro, parce qu'elle porte sur ce livre-là, parce qu'ils se rencontrent dans le jardin de la pension. Et Sandro demande à Paul, mais qu'est-ce que vous lisez? Et l'autre lui explique ce qu'il lit, donc il ne sait pas ce que c'est que ce livre, et il lui explique un peu l'histoire du livre. Et il lui dit, mais pourquoi elle s'empêche d'aimer? Et évidemment, tout va partir de là. Et donc, ça m'intéressait de mettre les deux œuvres en parallèle. On a le droit, quand on écrit des livres, de rendre hommage à ceux qui nous ont inspirés. J'étais curieux, j'ai même fait des recherches. Je me disais, est-ce que le livre est sorti en traduction française dans les années 60? Oui. Puis, je n'étais pas certain, en fait. Si, absolument. Puis, parce que ça me rappelait, en fait, quand j'étais au secondaire, et où j'avais une espèce de détecteur quand je fréquentais la bibliothèque pour identifier, même sans que rien ne laisse transparaître, que cet ouvrage-là, en fait, avait un contenu gay. Bien sûr. Et je me demandais si je m'étais dit, probablement que Paul inconsciemment a choisi cet ouvrage-là. Oui, pas par hasard. Mais moi, je crois à cette idée-là que, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être idiot, mais je pense comme vous sur ce sujet-là, c'est-à-dire que je pense qu'on va vers des livres dont on ne sait pas exactement de quoi ils parlent, ni quel est leur contenu précis, mais dont on devine, dont on pressent qu'ils vont nous parler, qu'ils vont nous concerner. Moi, je me souviens quand j'ai 17 ans et que pour la première fois, si je puis dire, je vais faire le choix de mes livres, les livres que je vais lire, parce que jusqu'à 17 ans, vous lisez les livres qu'on vous demande de lire, ou qu'on vous propose de lire, ou qu'on vous suggère de lire. D'abord parce que votre père, votre mère vous dit qu'il faudrait lire ça, et ensuite parce qu'à l'école, on vous enseigne les classiques, et donc que vous lisez ce que vous devrez bachoter, préparer pour les examens. Et puis à 17 ans, moi, j'ai mon bac en poche, je m'en vais à Bordeaux, et je rentre dans une librairie pour la première fois, et je vais choisir des livres. Et je connais rien, pas grand-chose de la littérature, et je me souviens que je choisis Hervé Guibert. Je choisis un texte d'Hervé Guibert, dont je ne sais même pas qui il est. Surtout que les pages couverture de l'époque, il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, c'était éminemment beige rosé, sans plus. Et donc, parce qu'en plus, si j'avais vu la tête de Guibert, je pense que j'aurais peut-être effectivement été attiré pour de mauvaises raisons, parce que c'était un ange blond sublime. Et c'est vrai que je me dis quand même, c'est fou de se dire qu'à 17 ans, parmi les 100 ou 200 livres qui sont devant moi, je choisis un livre de Guibert. Donc il y a quelque chose comme ça qui se produit. Oui, de temps en temps, on est irrésistiblement attiré par quelque chose dont on sait qu'il contient une vérité intime et qu'il va nous tendre un miroir. À mesure que le roman Une pension en Italie avance, la perception qu'on a des événements, puis la perception que le narrateur a des événements, change. J'ai eu l'impression que c'était, en tout cas, selon moi, ça me rappelait justement le cheminement du narrateur dans la recherche du temps perdu, dont la perception d'Albertine change quelquefois à 180 degrés au cours du roman. Votre premier roman, En l'absence des hommes, mettait en scène Marcel Proust, et je me suis posé la question, est-ce que dans ce 25e roman-là,
On n'a pas une filiation consciente avec, ou inconsciente avec... Elle serait inconsciente. Elle serait Alors, inconsciente. on va dire qu'elle serait inconsciente. C'est une psychanalyse que je fais actuellement. Oui, je vois ça. Mais je pense que j'ai une passion pour Proust n'est pas une surprise, parce qu'effectivement, mon premier roman avait pour personnage, l'un des personnages de ce livre était effectivement Marcel Proust. Et c'est vrai que la lecture de la recherche m'a plongé dans une forme de stupéfaction, de sidération, d'éblouissement, d'émerveillement dont je ne me suis pas remis. Bon. Et qu'effectivement, cette idée d'aller à la quête d'un temps qui n'est plus là et d'essayer de disséquer les sentiments comme pratiquement on dissèque un batracien. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose qui m'intéresse profondément. Bon. Mais non, il y avait quelque chose à ce moment-là d'inconscient. Mais la façon dont le narrateur se comporte dans le livre, il est lié aux étapes qu'il franchit dans sa connaissance de la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, au départ, il ne sait rien. Et puis ensuite, il accumule des faits, des informations. Il a l'impression qu'ayant accumulé des faits, des informations, il est capable d'établir une sorte de portrait de Paul, à peu près objectif. Sauf que très vite, il comprend que l'objectivité ne dit rien, qu'un homme ne se définit pas par son état civil ou par des éléments objectifs qu'on aurait consignés à son sujet, et qu'après, il est obligé de former des hypothèses, de forger des hypothèses. Et là, le narrateur joue avec le lecteur. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, ça, je vous dis, c'est vrai parce que je le sais. Ça a été établi. Mais je dis aussi au lecteur, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Des fois, il dit, je suppute telle chose. Donc là, j'invente. Je brode. Et je brode, et c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû se passer comme ça. Voilà. Et puis après, comme je suis toujours un peu pervers, je finis par dire, en fait, quand je vous disais que je ne savais pas, en fait, je savais très bien, parce que j'ai quand même, ça a été corroboré plus tard par quelqu'un d'autre, mais dont je ne pouvais pas vous parler à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'on joue sur les temporalités, et qu'on joue aussi avec, comme le chat avec la souris, avec le lecteur. Et moi, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant de voir comment la vérité se dévoile petit à petit, et comment on tire des lambeaux, et comme tout d'un coup, tout apparaît, et que ça devient très clair. Mais on avance comme ça, en poussant des choses, et puis tout d'un coup, ça apparaît clairement. Voilà. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des récits LGBT qui, aujourd'hui encore, ne sont pas racontés? Oui, j'imagine. Je pense que, par exemple, à un moment, on fera des livres ou les films sur le divorce gay. Non, mais parce que les gays vont finir par divorcer autant que les hétéros. Les gays vont finir par se comporter aussi mal avec leurs enfants que certains hétéros. Enfin, il n'y a pas de raison que demain, les gays n'aient pas les travers des hétérosexuels. Donc, parce que il y a ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, les conquêtes que les homosexuels ont pu accumuler avec les années, tant mieux. Il y a aussi un revers, c'est que nous sommes heureux d'avoir le mariage, mais nous serons sans doute aussi de mauvais époux. Il n'y a pas de raison, enfin, autant que les autres, à la même proportion. Nous sommes heureux de pouvoir être parents, mais nous ne serons pas forcément des parents admirables. Pas nécessairement de bons parents. Voilà, et donc et tant mieux. Enfin, c'est ça qui fait que nous sommes humains, même si on s'oblige à un devoir d'exemplarité, on se dit qu'on doit faire mieux pour que justement on ne nous reproche pas cela, mais il y a cette idée qu'on sera comme tous les autres, faillible. Et donc moi, je pense qu'il y a à écrire quelque chose sur ça, sur la faillibilité de chacun d'entre nous, quelle que soit sa sexualité. Voilà. Que souhaiteriez-vous que le livre change, même modestement, chez les lecteurs? Vous avez raison de dire modestement, parce que les livres, hélas, ça n'est pas des révolutions, ça ne change pas le monde. On espère toujours que ça fait un peu bouger les lignes, d'un millimètre ou de deux, mais pas plus que ça. Hélas, ça ne sera jamais plus que cela. 1 millimètre ou 2, c'est pas si mal. Parce qu'un millimètre ou deux, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça finit par faire une bonne distance et ça finit par faire un écart. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse au fond quand j'écris des livres. C'est que vous allumez une petite lumière, vous éveillez une conscience, vous faites entendre une autre petite musique, vous donnez à des gens qui n'avaient pas cette sensibilité-là, justement une sensibilité à telle ou telle question. Et moi, ça m'intéresse, ça. C'est pas en train de créer des chocs violents, des révolutions majeures, c'est juste en train de bouger gentiment les lignes. Et quand vous bougez un peu les lignes, vous changez totalement de perspective à la fin. Donc, avançons, modestement, calmement, mais résolument. Résolument, effectivement. Écoutez, je rappelle le titre de votre roman, Une pension en Italie, qui est publié chez Julliard. Donc, merci beaucoup, Philippe Merci à vous Besson, pour cette entrevue.